Attention mesdames et messieurs, aujourd'hui dans le grand Colisée qui n'a toujours pas été construit, vous pouvez voir Damoclès, le vengeur imaginaire de Rome, qui va affronter des Bretons, des Prétoriens plus qu'il en existe, le fils des Néron qui n'a jamais existé, et l'incroyable, l'inénarrable Boudica, la reine bretonne sur son éléphant d'Afrique. Mais c'est quoi ce bordel? Je suis Marius, fils de Rome. Non, je suis Damoclès, vengeur de Rome. Oh puis zut, je vais tous vous buter. Mais pourquoi? C'est un beat'em all, c'est le but du jeu. Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui on va parler de Rise Son of Rome, un jeu de type beat'em all, c'est-à-dire un jeu où on casse des gueules. Et ce jeu est sorti sur Xbox One en 2013 et sur PC en 2014. Moi je l'ai testé sur PC et j'ai bien senti qu'il a été développé pour être joué sur Xbox. J'ai galéré, sans compter le fait que ce soit le premier jeu du genre auquel j'ai joué. Donc pour ceux qui l'auraient pas compris, oubliez le clavier et dites vive la manette quoi. Bon, ce jeu a été développé par Crytek, un studio allemand, et édité par Microsoft. Par ailleurs, le jeu est esthétiquement très joli, mais vous allez voir du côté historique, on n'est pas au bout de nos surprises. C'est un jeu qui, comme son nom l'indique, nous plonge dans l'histoire romaine. À quelle époque précisément, me direz-vous ? Eh bien, sous Néron, c'est-à-dire dans la décennie 60 après Jésus-Christ. Son of Rome mélange à la fois des faits historiques, réels, et des mythes romains, mais aussi de l'histoire bretonne, c'est-à-dire de l'Angleterre actuelle. Le problème, c'est que le tout est romancé, et là, on a des surprises. Posons-nous la question, est-ce que Son of Rome est un jeu qui respecte les récits et les mythes de l'Antiquité romaine ? Ce jeu comporte-t-il des anachronismes, des inventions ou des erreurs ? Notre personnage s'appelle Marius Titus, c'est un personnage fictif. Il est destiné à sauver Rome, rien que ça. Dans le jeu, c'est lui le Son of Rome, le fils de Rome. Ben ouais, comme je te le dis, j'ai été allaité par la louve. Elle habite Caravane là-bas. Et ma mère, elle est morte à la naissance, à ma naissance en fait. Et à ce qui paraît, tout le monde l'appelait la Damoclès. Mais je parlais pas d'un fils de Rome comme ça. Ah, pardon. Faut arrêter de lire Valeurs Actuelles. Oui, enfin, l'humain est en faillite aussi. Bon, fini de parler les chômeurs là. Moi j'ai un vrai boulot. Alors maintenant, dégagez. Donc je reprends. Marius, notre personnage, est un fils de sénateur, c'est-à-dire d'un haut magistrat romain qui siège au Sénat, l'institution la plus influente de Rome. Du coup, notre héros, c'est un fils à papa, quoi. Pas tout à fait, car à l'époque, un fils de citoyen, et même tout citoyen romain, se doit de participer à la défense de Rome, ou plutôt aux conquêtes de l'Empire, pour être honnête. Donc, notre personnage, comme tout bon citoyen, fait son service à la Légion. Dans le jeu, il rentre chez lui après être resté pendant une longue période au camp d'entraînement. Il est accueilli dans la domus, la maison familiale par son père et sa mère. Dans le jeu, on peut voir très brièvement comment fonctionne la famille romaine. Le père, ou pater familias, est celui qui a tous les pouvoirs dans la famille, et la mère, la mater, s'occupe de la domus, la maison. Pendant ce temps, le pater familias travaille ou s'occupe des affaires politiques. Dans une des cinématiques, on a un moment qui l'illustre très bien. La mère est contente de voir son fils, mais le père lui dit d'aller voir ailleurs car ils doivent avoir une discussion entre hommes. Comment appelle-t-on cette époque bénie des dieux, où les femmes obéissaient au doigt et à l'œil? Le bon vieux temps. Oui, bravo, félicitations! 20 féministes viennent de prendre feu à l'instant! Bravo!
Les pères romains attachent beaucoup d'importance à leurs fils puisqu'ils héritent d'eux, et on peut voir cet aspect de la société romaine dans le jeu. Le père de Marius transmet un couteau à son fils qu'il avait lui-même reçu de son père. Le couteau en question est lié au mythe de Damoclès. Sauf que le mythe de Damoclès, c'est du grand n'importe quoi dans ce jeu. Pour eux, ce serait un général romain trahi par ses officiers en pleine bataille, ce qui cause la perte de l'armée romaine et de Damoclès. Là-dessus, ce dernier descend aux enfers. Vous pourriez m'indiquer les enfers, s'il vous plaît ? 6e sous-sol, l'ascenseur est à gauche. Némésis, la déesse de la vengeance, furieuse d'apprendre le sort de Damoclès, le renvoie parmi les vivants sous la forme d'un fantôme pour tuer les 3 traîtres qui l'ont abandonné en plein combat. Alors ça, c'est la version du jeu. Maintenant, voyons la version historique. Pour commencer, c'est un mythe grec et non pas romain. Damoclès est un homme de la cour du tyran Denis de Syracuse en Sicile. Il flatte souvent le tyran en lui disant qu'il a de la chance d'être à la tête de Syracuse. Mais Denis, lui, devient plutôt paranoïaque. Il a peur des complots. Agacé par des louanges naïves, Denis dit un jour à Damoclès « Puisque j'ai tant de chance, prends ma place pour une journée ». Damoclès, au moment du repas, s'est retrouvé avec une épée suspendue au-dessus de sa tête par les soins de Denis. Il avait drôlement moins envie d'être à la place du tyran tout à coup. Plus naïf que la normale, mais un peu trop cordial. Il voulait être le tyran à la place du tyran. Ça va finalement, j'adore ma place, j'ai des choses importantes à faire, j'y vais, hein, voilà, je m'en vais, voilà, voilà. Némésis, quant à elle, est au départ une déesse grecque qui est ensuite vénérée à Rome, notamment par les généraux victorieux. Pour une déesse de la vengeance, rien de surprenant. Œil pour œil, dent pour dent. Oui, mais vous avez perdu ni d'œil ni de dents, là. Ah ouais, c'est vrai ça. Mais du coup, comment je vais justifier de leur péter la gueule ? Oh puis, c'est des barbares. Ils sont pas comme nous. Bah voilà, hein. On va pas se gêner non plus. Parmi les énormissimes erreurs du jeu, il y en a une absolument colossale à juste titre. Que vient faire le Colisée dans la Rome de Néron ? Le Colisée a été construit sous Vespasien en 70 après Jésus-Christ, soit 2 ans après la mort de Néron. Sauf que dans le jeu, le Colisée, on le voit souvent au début et surtout à la fin du jeu puisqu'on se bat dans l'arène. Au passage, il existe bien des mécanismes sous le Colisée pour changer les décors au cours des spectacles, mais dans le jeu, c'est carrément exagéré. Pour abréger, Marius voit sa famille attaquée par des barbares bretons dans Rome. Alors, je vais être clair, aucune armée barbare n'est rentrée dans Rome sous le règne de Néron. Ensuite, Marius est très remonté contre les Bretons, donc il s'enrôle dans la 14e Légion. Celle-ci part en Bretagne, Britannia à l'époque pour les Romains. Elle est bien partie pour combattre dans cette région à l'époque de Néron, au moins un bon point pour les concepteurs du jeu. On débarque à Douvres, d'Ubris à l'époque. C'est certes un port important de tout temps, mais rien n'indique que c'est une forteresse gigantesque comme dans le jeu. La seule construction romaine connue sur place, c'est un phare intégré à une forteresse médiévale. Dans le jeu, les fortifications ont une esthétique qui ressemble à un château du Moyen-Âge plus qu'à une forteresse antique. En revanche, le coup des chaînes à l'entrée du port pour empêcher les navires d'entrer est une vraie technique de l'Antiquité qui se poursuit au Moyen-Âge. Une fois Douvres reprise, les légionnaires acclament Marius, qui vient pratiquement à lui tout seul, de détruire une tour, lever les chaînes du port, neutraliser les catapultes et tuer la moitié des barbares. Ok, c'est un jeu vidéo, je ne vais rien dire de plus. En revanche, le fait qu'un chef de guerre soit reconnu par la troupe pour sa bravoure pouvait réellement lui permettre de monter en grade. Le général vainqueur pouvait être acclamé impérator par ses hommes, mais c'était juste honorifique. Ceci dit, ce titre pouvait avoir une influence énorme sur une carrière politique à venir. Dans le jeu, notre personnage est nommé Centurion pour sa bravoure. Marius, 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 soldats! Une fois de plus, nous sommes vainqueurs! Ouais!
Et n'oubliez pas de remercier notre grand général. Grâce à lui, nous allons pouvoir nous répartir des terres, le butin prélevé sur la population locale. Mais nous aurons aussi du pain et de la cervoise. Et n'oubliez pas non plus qu'aux prochaines élections, il faudra voter pour lui, car c'est tous ensemble que nous vaincrons. Mais partez pas. J'ai pas fini. La guerre contre les Bretons continue et la bataille qui suit se déroule autour d'un aqueduc. Pourquoi pas, il y a eu plusieurs aqueducs romains qui ont été construits en Bretagne. Près de cet aqueduc, on trouve des symboles celtiques sur les rochers, ce sont des tricelles. C'est un type de symbole très répandu chez les Celtes, mais aussi dans d'autres cultes comme en Grèce, et cela dès le néolithique. Ceci dit, ces tricelles ont connu des formes multiples et je ne saurais pas vous dire si c'est l'art typique des peuples bretons de cette époque. C'est à ce moment-là que l'on croise Boudica, un personnage qui a réellement existé. On la connaît notamment grâce aux textes de Tacite et de Suétone. Elle est l'épouse de Prasutagus, roi des Icénies, un peuple de la Bretagne. Elle et son mari sont des clients de Néron, c'est-à-dire des alliés de l'Empire romain. Mais entre 60 et 61, les choses se gâtent. Le roi décède. Or, Camorra et Tasca, les filles de Boudica, ainsi que Néron, sont les héritiers du royaume Isni. Et cela ne tient qu'à une loi pérégrine, c'est-à-dire rattachée au bas peuple. Le genre de loi dont on fait assez peu de cas lorsqu'on est un agent impérial. Ainsi, Boudica est battu et ses filles sont violées par les agents de l'empereur. Cela suscite une révolte, différents peuples bretons se soulèvent contre les Romains, la guerre éclate, et les Romains perdent différentes villes dont Londinium, c'est-à-dire Londres. Mais Rome finit par vaincre et Boudica se suicide à l'aide d'un poison. Alors dans ce jeu, ça part dans tous les sens, sauf celui de l'histoire. Un des fils de Néron a été enlevé par les Bretons, Boudica est la fille du roi des Icénies au lieu d'être sa femme, on les capture dans une grotte, puis on apprend qu'ils ont vendu un des fils de l'empereur à une tribu du nord, et vous l'aurez compris, la suite du jeu c'est du grand n'importe quoi. Boudica n'a pas été capturée, elle n'a pas vu son père assassiné par un des fils de Néron, et surtout, elle n'est jamais allée jusqu'à Rome à dos d'éléphant. Surprenant pour une Bretonne, n'est-ce pas ? C'est une hypothèse très intéressante. Des éléphants d'Afrique partant de Grande-Bretagne pour arriver jusqu'à Rome au 1er siècle de notre ère. Vous avez déjà observé des éléphants au microscope dans un laboratoire par moins 40 degrés? C'est fascinant. En réalité, Boudica a combattu sur un char, une arme très répandue parmi les troupes bretonnes, de même que la cavalerie. Et hélas, cela n'apparaît pas dans le jeu. On peut reprocher au jeu de donner une image des Bretons qui est un cliché du barbare. On les voit se battre avec des haches ou des masses et torse nu. Ça a existé, certes, mais dans ce que j'ai lu, il semble que les Bretons avaient des modes de vie très proches des Gaulois et des Germains. Or, parmi ces peuples, certains utilisaient des outils très sophistiqués comme la cotte de maille, qui a été copiée par les Romains. Donc, il ne faudrait pas s'imaginer que les Romains ont tout apporté dans ces régions tels de grands civilisateurs. Dans le jeu, on voit bien que ce sont les Romains les agresseurs, et c'est une vérité historique. Les Bretons ont toujours tout fait pour éviter d'avoir à faire la guerre à Rome. Et cela dès le moment où César a fait sa première expédition en 54 avant Jésus-Christ. Ensuite, notre personnage part combattre les peuples du nord de la Bretagne. Et là, j'ai trouvé bien peu de choses qui ressemblent à ce qu'on voit dans le jeu. Une espèce de peuple ultra barbare qui s'habille avec des carcasses d'animaux et qui brûle ses prisonniers pour ses rituels. La seule chose historique approchante et de très loin, c'est l'île de Mona au large du Pays de Galles, l'actuelle Anglesey. Sur cette île se trouvait un centre druidique où l'on lisait l'avenir dans les entrailles des prisonniers d'après les Romains. Ces derniers ont attaqué l'île et cela a contribué à alimenter la révolte de Boudica. Mais vous inquiétez pas, mon vieux, je vous jure que ça ne fera pas mal. Je vais vous ouvrir le ventre afin de lire l'avenir dans vos entrailles. Oh non,
Non! Mais attendez, si vous voulez, je peux faire des choses extraordinaires. Je peux même vous prédire votre avenir avant de vous éventrer. C'est pas un peu du prodige, ça? Dans un autre délire des concepteurs du jeu, on se retrouve dans une ville romaine en Bretagne qui est assiégée par les Bretons qui utilisent des tours de siège et des catapultes. Les armes de siège, c'est une spécificité romaine. Les Bretons n'en avaient pas à l'époque. Pour continuer dans les extravagances, la cité a une sorte de grand temple. Dans le jeu, il est question d'un tribunal. Alors, à l'époque romaine, ça s'appelle une basilique et ça se trouve sur un forum. Ensuite, il y a des obélisques autour du bâtiment. Aux dernières nouvelles, je ne crois pas que l'on ait trouvé d'obélisques de la période romaine en Bretagne. Les Romains ont bien pris des obélisques en Égypte, mais les ont portés à Rome afin d'avoir des trophées dans la capitale de l'Empire. Notre personnage, Marius, finit par comprendre que Néron est le véritable commanditaire du meurtre de sa famille. Il manque de mourir face aux Bretons, mais est sauvé par une déesse pour devenir Damoclès, le vengeur et sauveur de Rome, enfin voilà. Ce qui nous amène à combattre des Romains, à savoir la cohorte prétorienne, ils sont aussi appelés les prétoriens. Ils ont vraiment existé, c'est la garde de l'empereur. Cette unité d'élite comptait 9 cohortes avec un effectif de 500 hommes au total. Et dans le jeu, on doit bien tuer 1/5 de cette troupe à nous tout seuls. Dans le jeu, on tue les 2 fils de Néron qui n'ont jamais existé. Néron n'a eu qu'une seule fille de son 2e mariage avec Poppée, car il avait fait buter à dessein sa première femme, Claudia Octavia. Je me demande si je préfère pas la version du jeu à la limite. Par ailleurs, l'histoire du centurion romain qui se retrouve isolé en territoire ennemi, dont on a tué sa famille, puis qui revient en se faisant connaître comme gladiateur et qui finit par tuer le fils de l'empereur dans le Colisée, ça ne vous rappelle rien ? C'est tout de même très proche du scénario de Gladiator, non? Si vous êtes fan du film, ce jeu est fait pour vous. Écoutez, j'ai certes une imagination débordante, mais je ne vais pas non plus en faire tout un cinéma. Parlons de Néron, car c'est un personnage important du jeu, mais aussi dans l'histoire. Commençons par évoquer son palais que l'on voit dès le début. Alors c'est une version imaginaire des concepteurs du jeu. Le Palatin, où se trouve le palais impérial ou encore la Domus Aurea commandée par Néron, ne ressemblait pas à ça. De même, la statue géante de Néron n'a jamais existé. En revanche, il a bien passé commande d'un colosse. C'était une statue du dieu Mercure qui, par la suite, est devenue une statue d'Hélios lorsque le Colisée fut construit à côté. Après, on peut reprocher au jeu d'avoir choisi un ennemi un peu facile. L'empereur Néron, c'est celui qui a la plus mauvaise image de tous les empereurs romains. Mais pourquoi, me direz-vous ? Eh bien déjà, il a fait buter sa femme, ensuite il était parano, il a poussé Sénèque au suicide, sous son règne Rome a connu un des pires incendies de son histoire, un bon quart de la ville est parti en fumée, il en a profité pour se faire construire une extension immense de son palais, du coup on l'a accusé d'avoir provoqué l'incendie, donc il lui fallait des boucs émissaires, il a choisi les chrétiens et il en a fait cramer quelques-uns. Pour couronner le tout, il a réprimé une révolte en Judée. Donc il va de soi que dans les récits bibliques, il ne soit pas en odeur de sainteté. Alors là, je trouve ça complètement injuste. Je suis ni le premier, ni le dernier à avoir massacré des juifs et des chrétiens dans l'histoire. Et puis entre nous, les minorités, pour se défouler, c'est quand même pratique. Le scénario du jeu qui nous conduit à tuer Néron est bien sûr inventé. Dans la réalité, il s'est suicidé pour échapper à ses ennemis qui entraient dans Rome. Il était trop impopulaire, plusieurs armées romaines se sont révoltées contre lui. C'est la guerre civile. Galba, un général romain, entre dans Rome à la tête de ses troupes, puis le Sénat déclare Néron ennemi public. Ce dernier n'avait pas d'autre choix que de se donner la mort. Et d'après la légende, il aurait dit « Quel grand artiste! Meurs avec moi !» Et il aurait même rajouté « Et maintenant, je vais citer Homère. Au revoir, ma vie de chouchou d'amour. » Avant de finir, parlons un peu des armes. Dans le jeu, on utilise une arme de siège, j'ai nommé le Scorpion. C'est une forme de baliste légère que les Romains ont vraiment utilisée. Il semble que sa cadence de tir pouvait être assez élevée si elle était maniée par 2 ou 3 servants bien entraînés.
Autre arme présente dans le jeu, le pilum, qui est le javelot des Romains par excellence. Il faut savoir une chose, c'est que cette arme a été dotée d'une pointe qui pivotait lors de l'impact sur la cible. Ainsi, il était impossible de retirer un pilum de son bouclier, l'ennemi devait abandonner sa protection. Donc dans le jeu, quand on récupère des pilums déjà utilisés, ce n'est pas possible. Les tenues des soldats romains, même un peu stylisées pour le jeu, devaient ressembler à ça. Un casque arrondi avec un protège-nuque large et une cuirasse segmentée. Pour conclure, Son of Rome n'est pas un jeu à proprement dit historique. C'est un jeu qui est avant tout une fiction qui s'inspire de quelques événements historiques. Donc c'est vrai que je critique très durement ce jeu qui n'a pas été conçu pour transmettre des savoirs historiques. Donc là, le but principal de la vidéo, c'est quand même de vous faire distinguer ce qui est la réalité historique de la fiction dans ce jeu. Donc j'espère que ça vous aura permis de faire la part entre les deux. Et je tenais à dire que le jeu finalement a un côté quand même très intéressant dans le sens où il amène aussi des réflexions plus contemporaines, notamment avec les conflits extérieurs auxquels on ne comprend pas toujours les tenants et les aboutissants, et peut-être que parfois le problème vient aussi de chez nous, c'est-à-dire de l'intérieur. Donc ça c'est voilà, une réflexion plus contemporaine. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses, et surtout n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de poser des questions en commentaire si vous voulez en savoir plus sur certains sujets, j'espère que je pourrai y répondre. Et donc je vous dis au revoir et à bientôt. Et maintenant, sous vos yeux ébahis, Néron, la valeur de sabre qui nous vient directement du Palatin. Quel grand artiste! Meurs avec moi!